Depuis 10h30 ce matin, l'Algérie est officiellement indépendante. Vive l'indépendance! L'Algérie algérienne, 8 années de guerre, d'épisodes obscurs, de malentendus, de déchirements, 62 accords d'Évian et pourtant, 4 ans plus tôt, le général de Gaulle est à Alger. Je vous ai compris. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. Moi, de Gaulle, j'ouvre la porte de la réconciliation. Il n'y aura pas de réconciliation. 62, les pieds noirs fuient l'Algérie par milliers, la peur au ventre. Ils n'ont pas le choix. La peur. Peur du meurtre, peur d'un enlèvement, peur d'une balle perdue, peur de tout. Une peur qui culminera le 5 juillet à Oran, dans une panique indescriptible. Bataille de rue, règlement de compte, chasse à l'homme. L'histoire officielle retiendra une centaine de morts. La réalité est tout autre. Que lorsque des massacres commencent à 11h du matin et qu'ils se terminent à 17h l'après-midi, lorsqu'il y a des hordes qui se jettent sur les Européens qui n'étaient pas prévenus, sans armes, et qui déferlent sur une ville armée jusqu'aux dents, comment pouvons-nous imaginer qu'il n'y ait eu que 80 morts, par exemple? C'est impossible, impossible. On parle aujourd'hui de plusieurs centaines de morts, un véritable massacre. Mise en accusation l'armée française. Appelée au secours par les Européens, elle n'a pas bougé. Ordre donné au plus haut niveau, ne pas intervenir. 1er juillet 1962, indépendance de l'Algérie. Près de 800 000 Français, devenus en quelques heures des rapatriés, traversent la Méditerranée et se retrouvent dans la métropole que beaucoup ne connaissent alors que pour y avoir passé leurs vacances. Très vite, la presse nationale s'interroge sur l'état d'esprit des rapatriés. Est-ce que vous comptez rester définitivement en métropole? Ben, je ne sais pas. Vous ne savez pas encore? Je ne sais pas encore, suivant les événements. Vous avez des parents en France? J'ai toute ma famille. Par conséquent, vous allez décider maintenant? Non, en Algérie. Elle est restée là-bas. Est-ce que vous pensez qu'ils viendront vous rejoindre? Comment était la situation au moment de votre départ? Affreuse, monsieur. On ne peut pas dire autre chose. C'est terrible. C'est terrible. Ce qui se passe, c'est affreux. On ne peut pas trouver de mots pour exprimer exactement ce qu'il y a. Aussi bien pour nous que pour eux. Arrivés, soulagés peut-être, mais surtout désorientés. Après un exode chaotique, les rapatriés, confrontés à des problèmes de logement et de travail, vivront une installation tout aussi chaotique. 2 ans après l'indépendance de l'Algérie, le sort des rapatriés reste une préoccupation nationale. Je suis arrivé en 1962 avec les événements d'Algérie. Mon père a vu que ça prenait de l'ampleur. Alors il a dit à ma mère, il faut comprendre les enfants, on s'en va parce que ça va prendre des proportions considérables. On a quitté notre village dans la précipitation un matin très tôt parce qu'il ne fallait pas qu'on se fasse voir. Et les copains de mon père, des musulmans algériens, nous avaient dit « c'est temps de partir, sinon vous allez avoir des ennuis ». Donc très tôt, on était dans un camion. À l'arrière du camion, donc c'est les camions qui transportent du matériel. Donc on était avec mon père, mes frères et sœurs, et ma petite sœur qui venait de naître, qui avait 6 mois, un truc comme ça, Fabienne, elle était devant avec maman. Et on est arrivé à Bonn, chez mon oncle, qui nous a accueillis avant Pentecôte. On était enfermés chez mon oncle, et après on est parti. Alors comme on arrivait un peu précipitamment, on n'avait pas de quoi nous inscrire sur un bateau, sur un avion. On n'avait pas de cadre. On était avec une mallette verte militaire et une ou 2 valises, c'est tout. Et, donc on était 6 frères et sœurs, le père, la mère, on était 8. Et je me souviens qu'il a fallu que mon oncle, qui était commissaire de police, Simon, il aille négocier nos places dans le bateau qui s'appelle El Jazaïr. On était dans le bateau, on est monté dans le bateau grâce à mon oncle. Mon père, il avait une super idée, il a dit « je veux des places en fond de cale ». Et c'est en fond de cale qu'on sent les montées du bateau. Et je me souviens encore, j'avais eu 10 ans ou 11 ans, dans le bateau, quand on est arrivé dans le golfe du Lion, près de Marseille,
Tout le monde avait une envie que de vomir. On n'avait rien, on n'avait pas de cachet, rien. Et tu entendais tout le monde crier à son Dieu, « Mon Dieu, faites quelque chose ». Moi, je me souviens, à 11 ans, c'était assez marrant. Et ma sœur, qui était dans son berceau, elle était comme ça balancée. Et là, pour elle, c'était un moment extraordinaire. Mais nous, je sais que c'était pas facile. Bon, on arrive à Marseille, on prend le train pour aller à Lyon, on est accueilli chez mes grands-parents. Je suis arrivée le 11 juin 62. En France, j'étais jeune, j'avais 12 ans après. 12 juin 1962, j'avais 24 ans. En 62. On a habité d'abord chez mes grands-parents au 65 rue de Saint-Cyr à Bèze. En 1962, d'Alger. Mon mari était resté en Algérie et moi je suis venue avec mes 3 gosses. J'étais très jeune, je suis née en 42. En 62, j'avais 20 ans. En janvier 62. Mes grands-parents maternels nous ont laissé l'appartement qu'ils avaient reçu sur la Duchère. On habitait au 213. On était quand même assez nombreux. On était toute la famille Bouchouchard. Donc on a fait une demande pour avoir un logement à la Duchère. Moi, j'ai vécu avec mes parents à la Sauvegarde, au 512. Oui, j'étais célibataire. J'ai passé quelques mois en Avignon et ensuite mon mari a trouvé un boulot ici, chez Massimi à Gerland. Et puis on a eu un appartement par Massimi et ensuite on nous a envoyés à la Duchère. Je suis arrivé en 62, le dernier jour on est arrivé, le jour de l'indépendance. J'avais pas encore 10 ans. C'était une jeunesse qui, loin des bombes, loin des attentats. Tout. J'ai commencé à vivre. Ah oui. On n'avait pas beaucoup d'argent parce qu'on est revenu sans rien, mais on avait l'amour de tous les gens qui étaient de chez nous, quoi. La région de France dans laquelle on est né, il y avait que nous seuls, les Pieds-Noirs, qui savions que c'était une région de France. Parce que quand on est arrivé ici, en France métropolitaine, ils nous demandaient si on allait d'un endroit à l'autre sur des chameaux, si on mangeait avec les mains. Ils ne se rendaient pas compte qu'on était des Français d'Algérie. Et franchement, ça nous a terriblement choqués, et particulièrement dans l'école. Parce qu'en plus, on avait un accent. Et cet accent, au début, c'était notre accent, et on parlait avec notre accent. Et donc, on se faisait remarquer. Et ça a été un élément extrêmement important pour tous les Juifs d'Algérie, mais pour tous les Pieds-Noirs en général. Parce qu'on était vraiment des gens sous-développés, des gens qui ne connaissaient pas les voitures, des gens particuliers, avec un accent, qui ne parlaient pas tout à fait le français, etc. Ça a été l'élément le plus important de notre vie. Pourquoi ? Parce qu'il fallait qu'on gagne, il fallait qu'on arrive, il fallait qu'on réussisse. Et ça a été un élément déterminant de notre vie. Et c'est là où la famille commence à arriver. Mes grands-parents étaient déjà là, et c'est là qu'on va passer des moments vraiment qui sont restés mémorables, c'est-à-dire ils ne sortent pas de la tête. On était par exemple à Pessah, à Pâques, on était jusqu'à 32 personnes à vivre le Pessah. Mon grand-père, il enlève la porte de la cuisine, il met par terre, on installe des coussins par terre et on vit le Pessah, on vit la Pâques. Et nous, c'était pour des enfants. Et j'entends encore mon oncle dire « Allez, à l'attaque !» parce que ma grand-mère, après, elle installe les salades et il fallait tomber sur les salades. C'est un moment très, très spécial. On est 32 dans un appartement qui fait cuisine, salle à manger et, si je ne me trompe pas, 3 chambres, maxi. Mes grands-parents obtiennent un appartement HLM dans la barre, c'est les 300 au plateau. Et donc on commence à habiter là-bas dans cet appartement qui était destiné au départ, mais il fallait qu'on quitte parce qu'on était trop nombreux chez mes grands-parents. Et donc on va vivre dans cet appartement et commencer à avoir le contact avec les premiers juifs de la Duchère. Il n'y avait rien en fait à cette époque.
Même le Talmud Torah, il se faisait chez les protestants. Et là, franchement, merci les protestants. Quand nous nous occupions du Dej à la Duchère, il n'y avait pas de locaux, il n'y avait pas de synagogue, il n'y avait pas d'église à la Duchère. C'était un quartier en construction. Et il y avait un seul bâtiment qui était une ancienne résidence d'un riche soyeux lyonnais qui avait été acheté par la communauté protestante. Et avec la chutzpah que l'on a quand on a 17-18 ans, je suis allé voir le pasteur Walter et je lui ai demandé si nous pouvions organiser nos cours de Talmud Torah dans sa maison. Et très généreusement, le pasteur Walter a ouvert ses locaux et nous avons organisé le Talmud Torah et des activités du Dej. Et ça a duré pendant 2-3 ans. À ce moment-là, a été construite la baraque. Et quand la baraque a été construite, on avait plus de possibilités de se rencontrer. Je suis arrivé à la Duchère début des années 70. Il n'y avait rien, il y avait la communauté de la Duchère, il y avait un préfabriqué qui était presque construit, où la communauté se réunissait pour les fêtes et tout. C'est là, j'ai connu ça ici, là. C'est-à-dire qu'on a débuté dans un truc en tôle, préfabriqué en tôle, qui se trouvait par là, un peu plus haut. J'ai passé le premier Kippour ici, là, dans les années 73. Les premiers Kippour, il n'y avait pas la synagogue encore. Non, il n'y avait pas la synagogue. Il y avait le cinéma à l'Ariel qui avait été réquisitionné. Il y avait 2-3 écoles autour qui étaient aussi réquisitionnées pour le... C'était noir de monde. C'était plein à craquer. Je me disais, c'est pas possible qu'il y ait tant de gens de la communauté ici. En fait, c'était une famille. On était tous... Ouais, ça m'a beaucoup épaté. J'avais pas vu ça depuis l'Algérie. De 64, pas beaucoup parce que j'étais toute petite. Mais toutes les années qui ont suivi jusqu'à mes 20 ans, ça a été les plus belles années de ma vie. On a été heureux avec le préfabriqué qu'on avait à l'époque ici à la place de cette synagogue. On a vu la première pierre, on a vu la synagogue se construire. Mais pour nous, on était déjà heureux même dans ce préfabriqué qui était... En fait, la Duchère, c'était une grande famille. Tout le monde s'aimait, tout le monde partageait, tout le monde... Voilà, ça restait la famille. C'est-à-dire nos voisins étaient de la famille et nous, on était de leur famille. Le premier souvenir, c'est qu'au début, c'était tout des préfabriqués. Et donc, la synagogue, elle avait un inconvénient, c'est qu'en hiver, il faisait très froid, et en été, il faisait très chaud. Alors, bon, pendant les premières années, on a fait en sorte de faire avec. Mes enfants qui venaient étudier aussi ici, dans les préfabriqués. Je me rappelle, puisque tous les vendredis, il fallait aller laver, comme c'était du préfabriqué, et il fallait nettoyer. Alors tous les vendredis, ils venaient nous chercher pour aller nettoyer la synagogue. Ah oui, parce qu'avant, on avait à l'école dehors, on était. On a fait Kippour même là-bas. Et après, ils ont construit ici. C'était une dent de Azoulay. J'ai été engagé par le docteur Azoulay en 1970 et là, j'ai proposé immédiatement la construction d'un centre communautaire parce qu'on ne pouvait pas se contenter d'un préfabriqué. J'étais président fondateur du centre communautaire juif de la Duchère qui a été le détonateur de la création de la synagogue. Mais seulement on a eu un homme très courageux, c'était docteur Azoulay. Que je repose son âme. Il a pris toute la charge parce que c'était pas facile de faire un établissement comme ça. Et puis il a couru de partout. Il a demandé des fonds à tout le monde. Je me souviens d'un discours de M. Azoulay qui était monté à Paris voir le ministre de la Culture pour essayer d'avoir une subvention. En 1970, nous avons lancé le projet de construction du centre communautaire et le docteur Azoulay et moi avions des ailes qui nous ont poussés.
chaque intervention que nous organisions, nous revenions avec des fonds et des soutiens. Je vais vous citer une anecdote. Un jour, nous avions rendez-vous avec un donateur qui nous avait donné rendez-vous aux Champs-Élysées à Paris. Et il nous avait fait un don qui était en dessous de ce qu'on attendait. Mais sur le chemin du retour, nous sommes passés devant le siège de Peugeot. Et le docteur Azoulay, qui avait autant de crouspas que moi, me disait, mais tu sais, on achète beaucoup de voitures, nous. On va voir s'ils peuvent pas nous aider. Et nous avons poussé la porte et on nous a mis en contact avec le directeur général qui a été très curieux de notre demande. Nous lui avons dit que nous avions quitté l'Algérie, que nous sommes arrivés en France dépourvus de synagogues et de lieux de prière et de lieux d'études. Et il nous a dit comment on peut vous aider. Eh ben, nous lui avons dit, vous pouvez nous offrir une voiture. Et il nous a offert une voiture que nous avons mis en tombola. Et je peux vous raconter des histoires comme ça pendant toute cette période de 70 à 72. Et puis il y avait les dons des fidèles. Eh bien, imaginez-vous que le samedi matin, c'était plein à craquer, et puis il y avait des fidèles, mais alors ils donnaient, c'était des gens qui regardaient pas, qui donnaient, et le dimanche matin, ils étaient là devant la porte pour payer. Vous voyez, payer. Et ils engueulaient le trésorier qui était en retard. Ils disaient, oh, on a payé hier, faut que tu encaisses. Moi, je me souviens des gens comme ça, c'était folklorique, c'était bien. Il a fait construire la synagogue. Bon, bien sûr, on a aidé un petit peu en achetant les places, en achetant en faisant des dons, quoi, parce que il y avait quand même pas mal de monde et des gens qui travaillaient tous et tout. Alors ils regardaient pas, on donnait tout ce qu'on avait, quoi. La synagogue, j'étais en face, donc j'étais aux premières loges. J'ai vu la synagogue monter pierre par pierre. Lorsque nous avons posé la première pierre de la synagogue et centre communautaire de la Duchère, Zichron Livracha, le grand rabbin Jean Kling, nous a apporté de Jérusalem une pierre. Et à l'intérieur de cette pierre, le Rav Senior, qui était le Rav Pinchas Senior, qui était le Rav de notre communauté, a rédigé un parchemin qui rappelle l'implantation des 400 familles juives de la Duchère venues d'Algérie et la ténacité des dirigeants, notamment celle du docteur Azoulay, qui a été un élément essentiel dans la construction de cette synagogue et de ce centre communautaire. Je crois que je suis la deuxième ou la troisième qui s'est mariée en novembre 75 à l'inauguration de la Duchère. Moi, quand je suis arrivé ici, j'étais encore assez jeune. Je venais de me marier, mais j'étais tout de suite été imprégné par tous ces gens qui venaient d'Algérie, qui avaient envie de construire, qui avaient envie de bâtir, que j'admirais parce qu'ils ont tout laissé, ils voulaient refaire revivre. Alors il y avait des Marocains, il y avait des Tunisiens, enfin il y avait des... Et chacun disait c'est comme ça qu'on fait chez nous. En fait, ils voulaient faire bien. Et ça a été bien. Il y a beaucoup de gens qui ont disparu malheureusement, mais j'ai leurs souvenirs encore qui sont là dans ma tête. Et je pense au docteur Azoulay, je pense à M. Drahim, qui était quand même quelqu'un. Je pense au rabbin Senior, à tous ces gens-là qui étaient là, ils ont œuvré pour qu'on ait ce qu'on est aujourd'hui, quoi. Après, la communauté s'est développée bien, et il y avait un monde. C'était très plein. Il y avait du monde. Il n'y avait qu'une synagogue à la Duchère. À mon avis, à la Duchère, il devait y avoir au moins 400 familles, si je me trompe. Peut-être plus, mais pas beaucoup moins. Pas beaucoup moins. C'est d'ailleurs là où ils ont construit les 3 grandes barres. Elles avaient 15 étages de haut. Comment dire, c'est à 80% rempli par la communauté juive.
Je me souviens, dans la barre où on habitait, il y avait un rez-de-chaussée, il y avait un juif, un espagnol, un juif, un espagnol, un juif, un espagnol. C'est drôle à dire, mais il y avait très peu de catholiques, voire pas du tout. Dans cette communauté de la Duchère, on se retrouvait avec nos histoires, avec notre passé, mais surtout avec nos traditions. Ça, c'est un élément essentiel, les traditions. Pour nous, les Juifs, les traditions, c'est essentiel. Alors, qu'est-ce que c'est les traditions? C'est chanter un air le Shabbat, comme on le chantait en Algérie. On l'a chanté à la synagogue de la Duchère. C'est manger les mêmes plats comme en Algérie, on les mangeait à la maison le vendredi soir et les soirs de fête. Et on se racontait entre nous, « Ah, tu te rappelles la shkamba? La shkamba, c'est un plat très spécial, c'est du gras double. » Mais tous ceux qui sont en face de moi, tous les Juifs en face de moi, ils ont compris que c'était la shkamba. Mais donc, on avait les mêmes traditions, on avait les mêmes valeurs, on avait les mêmes chants, on avait les mêmes j'allais dire, minag. Vous savez, minag, c'est la tradition, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Et on a conservé ces traditions, et on l'a conservé grâce à la communauté de la Duchère. Il y avait beaucoup de familles, mais c'était une grande famille. On avait gardé les habitudes d'Algérie, où on descendait le soir. On était une bande, et on descendait le soir, on bavardait un moment, et après on montait à la maison, on se couchait. Mais c'était vraiment une famille. Pourquoi? Parce qu'on se sentait bien entre nous, c'est ça. C'est pas qu'on se sent mal avec d'autres personnes, non, loin de là. Mais bon, on va dire, on a le même langage, on arrivait tous d'Algérie, qu'est-ce que vous voulez? C'était difficile aussi de s'incruster avec d'autres personnes. Hein. Ça réunit toutes les familles. Quand c'était les fêtes de Kippour, quand c'était les grandes fêtes, on était tous là. Hein. Et nos enfants étaient totalement Torah, aussi bien mon fils que mes filles. Et puis ensuite, quand il y a eu, ils ont grandi, ils ont passé, tous les 4 ont eu le bac avec mention hébreu. Mon fils aîné, qui va avoir 49 ans, il a fait sa bar mitzvah ici, on a fait la cérémonie religieuse, et puis après il y a eu le repas, on l'a fait ici. Et son fils a fait sa bar mitzvah le 9 juin l'année dernière. Pourtant on habite Villeurbanne, il a tenu absolument à ce que son fils fasse sa bar mitzvah là où il a fait la sienne. Parce qu'il est très attaché à la Duchère. Il est toujours attaché à la Duchère. Pour nous, c'est des souvenirs très agréables. Alors moi, j'étais au Talmud Torah à la synagogue. C'est là que j'ai appris à lire, à parler, pas vraiment, mais à lire en hébreu, à connaître la Torah. C'est vraiment là que j'ai commencé. Voilà, ce que je continue maintenant, c'est-à-dire que je continue l'hébreu, je continue la religion, je suis toujours juive, grâce à cette synagogue. D'ailleurs, je crois que c'est l'une des communautés de tout le Lyonnais. C'est elle la meilleure parce qu'elle a toujours eu du monde pour les prières. Elle a toujours eu C'était vraiment une communauté, puis on formait une famille. On se connaissait tous, on est venus tous en 62 de l'Algérie. C'est vrai qu'on se voyait beaucoup à la synagogue, même quand on rentrait chez nous, on restait amis, on restait à parler l'un de l'autre, voilà, de la gentillesse, quoi. Ça m'a fait du bien, une synagogue. Surtout que j'ai connu des gens de mon âge, de ma génération, qui étaient extraordinaires. Et ils nous ont aidés, ils nous ont appelés, on a été happés par ça. Assister à leurs cours, assister à des conférences. Si, ça a été un bien. Ça a été un bien pour moi, pour mes enfants, parce que mes enfants, je les ai emmenés aussi très jeunes.
Ils ont suivi les cours de Talmud Torah, ils ont suivi plein de trucs. Disons qu'il y avait tellement de monde qui allait, qui venait, c'était très émouvant et c'était très. Il y avait une bonne chaleur humaine qui régnait. Alors c'était une belle communauté familiale, c'était agréable, tout ce que vous pensez, c'était tout top. Il y avait un monde, c'était très plein. Ah, il y avait du monde. Il y avait du monde le matin, il y avait du monde à 16h, la prière du soir, il y avait tout le temps du monde. Puis il y avait des activités aussi pour les jeunes. Moi, j'habitais en fait à presque, on va dire, même pas 100 mètres de la synagogue. Donc, pour nous, c'était très simple. Je veux dire, c'était l'heure de l'office, on descendait de la maison, on était à côté, quoi. Moi, je me souviens de cette proximité, et donc de là naît la proximité entre les gens. Et c'est ça, on n'a pas de lien de sang, mais on a un lien qui n'est pas familial. Je ne sais pas comment il faudrait le nommer, qui fait qu'on a quelque chose, on se dit, oui, je le connais, je connais son père, je connais sa mère, je connais ses grands-pères, je connais sa grand-mère. On arrive à refaire le lien, et ça... Vous imaginez, bien sûr, était la seule communauté, la seule synagogue qui existait à cette époque-là dans l'ouest lyonnais. Il n'y avait pas d'autres synagogues. Et donc, en habitant à Écully, eh ben, tous les Shabbats, bien sûr, les jours de fête, etc., on allait dans notre belle communauté de la Duchère. C'était des pratiquants. Ils aimaient beaucoup la pratique, ils aimaient beaucoup venir à la synagogue. C'était des gens prieurs. Ils aimaient la prière. Alors, la synagogue était tout le temps pleine. Voilà. Mais on avait un besoin de se rassembler entre juifs, qu'il a fallu créer des mouvements. Alors il y a eu le DEJ, qu'on a créé avec Jean-Claude Bensoussan, où on allait faire des sorties de ski, on faisait plein d'animations, on se rencontrait tous les soirs. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand on disait à ma mère, bon, ce soir, on avait 20 ans là, à cette époque-là, ou 18 ans, puisqu'on passait le bac. On disait à ma mère, bon, ce soir on sort. Elle me disait, tu vas où? Eh ben, on va avec les copains boire un verre au whisky à gogo. Elle me disait, alors tu restes là, tu bouges pas. Et puis quand on lui disait, le sésame, ouvre-toi, ben, ce soir on a un truc au déj. Ah vas-y mon fils, vas-y. Et donc on avait le droit de sortir tous les soirs, si c'était pour le déj. Des fois c'est vrai, des fois c'est pas vrai, je l'avoue. Mais c'était notre porte de sortie, on pouvait sortir quand on allait au déj. Il y a deux personnes qui sont importantes pour moi en tous les cas dans la communauté. C'est Salomon Abitbol et Esther Benjo. C'était les gens qui venaient du Maroc et qui se sont préoccupés des jeunes, en particulier à la Duchère. Eux, ils ont créé le mouvement DEJ, département éducatif de la jeunesse juive, dont je faisais partie, et aussi tous les gens. Et maman commençait déjà à nous envoyer en été dans les camps de jeunesse. Et puis voilà, c'était des gens qui nous ont permis d'aller en Savoie et de rencontrer d'autres personnes, puis enfin de nous sortir de notre trou de la Duchère, parce qu'il faut dire la vérité, c'est un trou, c'est pas méchant. Ce que je veux dire, on n'avait pas trop de contacts, à part la communauté, les copains pieds noirs, c'était quand même assez limité, voilà. J'étais à toutes les activités régulièrement, les mini-camps, les rassemblements. Il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas voilà, il y avait, comment dirais-je, on parlait de tout librement. Il y avait la liberté d'expression, on parlait de tout, il n'y avait pas de méchanceté ni de racisme. En fait, tout le monde pouvait venir et participer avec nous à ces moments-là, quoi. Ben, il y a mon mari déjà. À l'époque, il travaillait chez Lafont. Le car Lafont. Donc, quand on avait besoin du car de Lafont, on le louait, le car. Alors, on emmenait les enfants à la piscine, on emmenait les enfants dans les jardins, C'était le bon temps. À Isieux, j'ai organisé un voyage grâce à... Comme moi, je suis de métier chauffeur de bus. C'est mon métier. J'ai eu la chance que le centre Lubavitch a mis à ma disposition un jour un bus.
Donc on est parti avec toute la communauté, là, le bus plein, et on est parti à Isieux. Ça a été un beau voyage, même si arriver là-bas c'était émouvant tout, mais le voyage aller-retour, ça a été un peu la fête dans le bus. Et je suis fier de ça parce que c'est moi qui les ai emmenés et je les ai ramenés. En permanence, il y avait des activités et c'était vraiment très vivant. Il y avait beaucoup au niveau du Talmud Torah, des enseignements, des professeurs qui donnaient des cours. Ah, on fait des grandes soirées, des grands Elula, Bari Yochai, des grands de Baba Saleh, de tout. Et la communauté elle est très agréable. Il a même les orchestres de l'étranger et c'était bien animé. Et maintenant, on ne peut pas. Ce qui est passé, on ne va pas rendre maintenant. Le passé, il est mort. Moi-même, je participais aux activités du Dej, je leur faisais la cuisine. Le Torah, je me suis occupé pendant des années. Oh, pendant 4 ans, 4 bons poids. Le souvenir fort que j'ai dans la mémoire, la plupart du temps, je parle avec mes enfants et tout, c'était la Hibar Kirisha, c'était le travail que mon mari a fait pendant 50 ans. Il a commencé en Algérie, il a continué ici, malgré son travail, malgré tout ce qu'il faisait. Et là où il y avait une mitzvah à faire, il partait la faire. Voilà, et bénévolement. Il le faisait pour Hachem, comme on dit chez nous. On n'avait pas des parents qui nous obligeaient à aller à la synagogue régulièrement, à faire la prière le matin, le midi et le soir. Mais on avait plaisir à venir faire le Talmud Torah ici, à aller retrouver tous les gens de la communauté qui nous enseignaient. C'est eux un petit peu qui nous ont enseigné toute la religion, plus que notre propre famille en fait. Vous savez, Shabbat c'est Shabbat. Et toutes les semaines, ça tombe Shabbat. Et c'est vrai que le Shabbat, eh ben, on ne travaille pas. Et moi, je ne travaillais pas. Je partais le matin de la maison et j'emmenais mes 2 petits-enfants qui étaient nés à cette époque-là, qui avaient 5-6 ans, un dans une main et un dans l'autre main. Et on marchait et on allait à la synagogue de la Duchère. Et c'était bien finalement qu'il nous faille marcher pendant 20 minutes. Parce que quand vous marchez 20 minutes, il faut dire quelque chose, il faut parler. Vous ne pouvez pas marcher et puis comme ça, sans rien dire. Et donc c'était des 20 minutes exceptionnelles qui me permettaient de raconter à mes petits-enfants qui étaient petits. Et pendant ce chemin, on parlait. Alors ils me disaient, allez papy, parle-nous d'Abraham. Alors je racontais l'histoire d'Abraham. Après, la semaine d'après, parle-nous d'Isaac, parle-nous de Moshe Rabbeinu. Et ils me demandaient. Et je leur racontais des histoires, je racontais des histoires, je racontais des histoires. Mais ces histoires, elles sont ancrées en eux. Et aujourd'hui encore, ils m'en parlent. Alors, à un moment, au milieu du chemin, on s'asseyait sur un tronc d'arbre, parce qu'il y avait un tronc d'arbre, c'était notre rituel. On s'asseyait sur ce tronc d'arbre pour que ces 20 minutes de marche durent encore un peu plus, pour que je puisse raconter encore un peu plus. On arrivait parfois un peu tard à la prière, mais ça fait rien. Je leur avais raconté tellement d'histoires que ça valait. Je crois que Dieu, il était content qu'on arrive un peu tard, mais que je leur puisse leur raconter autant d'histoires de notre judaïsme. Alors, je vais vous dire une chose, c'est qu'ensuite on a eu, bien entendu, l'attentat de la synagogue de la Duchère. On n'était pas dans un quartier très favorisé, cette synagogue, parce qu'il y avait beaucoup de musulmans. Il y avait des guerres en Israël, et les musulmans se révoltaient contre les juifs de France. Et ils venaient nous casser les pieds, nous lancer des pierres, nous cracher. C'est vrai que ça a été un peu dur de savoir qu'un mec est venu avec sa voiture, qu'il est rentré dans la façade de la synagogue, et que la synagogue a brûlé. Ouais, alors ça c'est de la méchanceté humaine, parce que franchement, on est arrivé là, c'est impensable. On est resté 3 ans marqués. Et donc avec leur voiture bélier, ils ont fait pour d'une méchanceté pas possible. Je suis venu le dimanche où sont venues les personnalités, y compris l'imam de la mosquée de Lyon, Kamel Kaptan.
quand on est arrivé d'Algérie, il y avait deux grosses communautés, les Oranais et les Constantinois. Et il y avait un challenge entre les deux, qui c'est qui allait prendre le dessus, voilà. C'est-à-dire que l'osmose, elle ne s'est pas faite tout de suite. On avait des rabbins oranais au début, hein. Et après est arrivé le rabbin senior qui lui a mis la communauté au diapason. C'est-à-dire tout le monde était... Mais il n'y a pas que lui. Moi, je pense à un deuxième personnage. J'en ai dit deux mots. C'est Salomon Abitbol. Moi, je me souviens qu'en 68, je finissais mon bac et il me dit, Germain, je te conseille d'aller à Strasbourg. Il y a une yeshiva à Strasbourg. C'est la yeshiva des étudiants. Et il me dit, je te conseille là-bas. Salomon, donc, il appelle son copain, qui est le rabbin de Strasbourg, Rav Abitbol. Il dit, voilà, je t'envoie un cadre du Dej. C'est ça Et je suis allé là-bas et j'ai redécouvert encore un autre monde. Moi, j'ai écrit une fois à Salomon, je lui dis, tu sais, Salomon, ce que j'ai aimé chez toi, c'est que tu as fait qu'on a pu s'élever droit. Un peu comme des tuteurs, vous savez, il y a un arbre, un machin, vous mettez un truc pour qu'il aille droit. Eh bien, ils ont été là pour qu'on aille droit, pour pas se disperser. Le rabbin senior, qui était très jeune dans sa tête. Bon, après, ses fils aussi, ses enfants étaient de notre âge, donc ça facilitait aussi le rapprochement. Gad, celui-là, je l'adorais. Parce que quand il faisait, je venais des fois à la synagogue pour écouter la prière. Une fois qu'il a fini, il faisait un discours. Et c'est vrai que quand il parlait très très bien. Et j'aimais quand il parlait. C'était quelqu'un de très bien que malheureusement, il n'a pas pu rester. Il était très bien. Et le dernier aussi, Shlomo aussi, était bien. Je suis le jeune rabbin de la Duchère. J'ai 27 ans et ça fait maintenant plus de 2 ans que j'ai pris mes fonctions ici depuis janvier 2023. Vers la fin de nos études, on est tous amenés à prendre un poste. J'étais un petit peu dans l'attente, pourrait me convenir, m'intéresser. Et donc, je reçois quelques temps plus tard un coup de téléphone de notre président Tal Ben-Zanon qui vous a vu à l'heure et on cherche exactement votre profil. C'était un défi à le relever parce que d'un côté, dans la Duchère, ça peut faire peur. C'est là que j'ai donc pu constater l'existence d'une communauté qui avait à l'époque près de 50 ans, puisqu'on fête les 50 ans cette année, et qui était à la fois chargée d'histoire, avec une ambiance très familiale, donc exactement finalement le genre de cocon communautaire que j'espérais. Et c'était pour moi donc ce challenge à la fois de conserver cet esprit, l'esprit de nos anciens, ce que nos anciens avaient cherché à insuffler dans ces lieux, aussi bien en histoire qu'en spiritualité, et à la fois être capable de le retranscrire et de le redistribuer à la prochaine génération, à la jeune génération. Il y avait un premier travail qui était le travail de rendre plus assidus les fidèles qui étaient déjà présents. Il y avait ensuite un deuxième challenge, c'était celui de ramener les gens qui habitent dans les alentours, mais qui, pour des raisons ou d'autres, on ne va plus trop à la synagogue, excepté les fêtes, essayer de reprendre contact avec eux. J'ai essayé d'apporter dans cette communauté un message à la fois très conservateur en ce qui concerne la halakha, la loi juive, nos valeurs, les valeurs de nos anciens, mais en même temps, une Torah qui est intellectuellement exigeante, une Torah qui soit capable d'allier, de concilier la vie d'un monsieur tout le monde, juif, fier de l'être, fier de ses valeurs, et en même temps une vie communautaire accomplie. Et j'ai ce double tableau sur lesquels j'essaye de jouer. D'un côté, je profite de ma jeunesse et des avantages que ça apporte. D'un autre côté, c'est le second tableau sur lequel j'essaie de jouer. WhatsApp, je trouve que c'est aujourd'hui devenu un vital parce que ça nous permet de joindre tout le monde par un petit message ou un petit vocal de façon très rapide. Mais j'essaye aussi d'apporter un discours qui est profond, qui est travaillé, qui instruit. La bonne concordance de ces deux choses qui feront qu'à long terme, la communauté, elle rentrera véritablement dans ce siècle et elle sera pérennisée vraiment pour encore au moins 50 ans de plus. La cérémonie, quelque chose d'incroyable, beaucoup d'émotions. Moi qui suis un enfant de la Duchère, j'ai grandi ici
Mon grand-père a été un des fondateurs de la Duchère avec pas mal de pionniers autour de lui. Moi, j'ai profondément envie d'aller faire mon alia et de partir vivre en Israël. J'aimerais évoluer encore plus et pour moi, je sais que rester en France, ça me restreint dans ma judaïté. Exprimer mon plein potentiel là-bas. Donc je me verrai en Israël dans 10 ans. Je pratique ma judaïté à la Duchère depuis que je suis tout petit. C'est ma maison. Être un jeune homme en France qui finit ses études, ça apporte quelques contraintes. Mais en fait, avec ces contraintes, on se rend compte que en fait, la synagogue, c'est ce lieu-là qui nous fait justement nous échapper. Ça nous fait vraiment se reconnecter avec les autres, de pouvoir échanger avec les anciens qui nous racontent des chouettes histoires. Donc ça nous fait nous déconnecter de tout ça. Et pour ma judaïté personnelle, ça n'engage aucun souci. Et au contraire, ça a aidé et ça aide aujourd'hui à ce qu'elle grandisse et à ce qu'elle s'épanouisse. D'être le petit-fils et le fils du président actuel, ça impose forcément des responsabilités. En fait, c'est des responsabilités qui, au final, quand on rentre dans la synagogue, on se dit « Ah, mais il faut peut-être que je sois mieux comme ci ou mieux comme ça », mais en fait, pas du tout. On est dans une synagogue où peu importe qui on est, peu importe comment on est, et ben en fait on est ici à la maison et je suis totalement naturel, comme si je passais la porte de chez moi. C'est exactement pareil que quand je passe la porte de la synagogue. Super, ah oui, oui. Cette synagogue, elle était super d'ailleurs. J'espère qu'ils vont la garder, hein. J'espère, hein, qu'ils vont la garder. Et les personnes, ils étaient bien. Ah oui, oui, oui. Ils étaient bien, ils étaient main dans la main. Revenir et redonner un élan comme avant. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a moins de monde, puisqu'on est déjà divisé en 3. Et en plus, il y en a qui font le radia. Et il faut être franc, entre ceux qui sont partis à Villeurbanne, ceux qui ont fait le radia et ceux qui sont partis dans les différentes communautés, on a moins de monde. Mais grâce à Dieu, on a plus que le mien, quoi. Je ressens du bien. J'ai essayé de changer de synagogue, j'ai essayé d'aller un coup. Mais finalement, je reviens à mes racines. C'est mes racines ici. Je ne pourrais pas aller ailleurs. Je retrouve l'amitié. Et je revois mon père. Je revois mon père assis. Je revois des gens qui ont disparu, que j'ai aimés. Tout ça, ici, c'est un souvenir. Cette synagogue, c'est nos parents qui l'ont bâtie. Nos parents et nos arrière-grands-parents, parce qu'il y avait aussi des grands-pères. Ça, c'est la synagogue de nos parents. On est arrivé, il n'y avait rien, il y avait un terrain vague. Aujourd'hui, elle a plus de 50 ans, presque 50 ans. Elle est toujours debout, il y a toujours du monde. Il y a toujours des gens qui s'en occupent, voilà. C'était les plus belles années de notre vie. Pour les enfants, 18 ans, j'ai vécu à la Duchère. Oui, la vérité, les enfants, ils étaient bien. Oui. Honnêtement, je peux vous dire, mes enfants, ils sont plus longtemps restés dans la synagogue que à la maison. Le jour où vraiment il y avait toute la communauté, tous les gens venaient de l'entourage de la Duchère, c'est le jour de Yom Kippour. Il y avait un monde fou. Il y avait un monde fou. Les gens, à la fin, vraiment, c'était magnifique. Voilà. Mon mari, depuis, il dit je n'ai pas retrouvé une synagogue comme la Duchère où je me sens à l'aise. Ça fait 36 ans qu'on habite Villeurbanne. Il n'arrive pas à trouver une choule, comme on dit. C'est vrai qu'ils avaient leurs petits apéritifs privés, donc... On avait beaucoup d'espaces verts dans lesquels on descendait le soir en bas de la maison. Voilà, on se retrouvait des fois à 30. On descendait une guitare, tous les jeunes descendaient, on chantait. C'était bon enfant et surtout un bonheur. La synagogue de la Duchère, on n'était pas très pratiquants. Et c'est grâce à la Duchère que mes frères, mes 5 frères, sont devenus très religieux.
Des bons présidents, on a eu, oui. On a eu des bons présidents. On a eu, enfin, après le docteur Azoulay, il y avait Jean Partouche, le docteur. Après Jean Partouche, on a eu Rouche. Après, c'était M. Seban. Et M. Seban, s'il n'y avait pas M. Seban, la communauté, elle ne vivrait pas jusqu'à présent, parce que franchement, c'était un donateur, c'était un bonhomme de plein cœur. Et maintenant, c'est son gendre qui prend la relève. Il a une équipe qui est très très polie, qui fait très attention aux personnes âgées et aux malades. Ils font beaucoup de choses, beaucoup de respect d'ailleurs dans cette synagogue. Voilà. Et puis il y a du monde encore qui viennent. Et ils font pas mal de fêtes, ils font pas mal de Shabbat pleins, ils font pas mal de... elle a tout le temps vécu, cette synagogue. Vous savez, comme dans les temps durs, comme dans les temps faciles. Alors j'ai été président dans cette communauté dans les années 91 à 97 précisément. J'ai succédé au président, le docteur Lucien Azoulay, qui venait d'accomplir une vingtaine d'années de mandat. Nous étions approximativement 500 familles. La fréquentation est très forte. On avait un rabbin de communauté très connu à l'époque sur la place de Lyon et qui nous faisait des offices exceptionnels. Le bâtiment avait déjà 20 ans quand j'ai pris la présidence et beaucoup de choses étaient à revoir parce qu'il faut dire que dans les premières années, on avait fait quelque chose d'assez moderne et qui n'a pas duré dans le temps. On a refait les plans et on a refait entièrement cette synagogue de l'intérieur. Il fallait beaucoup d'argent. Nous en avions un petit peu, mais j'étais décidé à entreprendre et je n'avais pas d'autre choix que de refaire ces travaux. Beaucoup de nos fidèles m'ont tout de suite emboîté le pas et certains sont venus très vite avec des chèques d'un montant assez exceptionnel. Mais il fallait aller encore de l'avant et il nous fallait engager un prêt auprès des banques. Donc il faudrait un garant. Et je suis allé contacter un certain monsieur Jean Rouche, quelqu'un du quartier, un enfant de la communauté. Nous avions à peu près le même âge, nous connaissions parfaitement cette synagogue. Et notre réflexion, c'était la synagogue de nos parents, la synagogue de notre père. Nous ne pouvions pas laisser cette synagogue dans cet état. Et Jean me dit tout simplement, en me regardant dans les yeux, je prends en charge les frais de ces travaux. Non seulement il m'aidait dans l'apport financier, mais aussi dans l'apport de ces maîtres d'œuvre, de ces architectes qui ont été exceptionnels. Et à trois, nous avons lancé ces travaux qui ont été menés d'une main de maître. Voilà. En parallèle, notre rabbin qui résidait dans le quartier connaissait des petites difficultés dans l'appartement qu'il habitait. J'ai eu l'idée de l'installer dans un quartier un peu plus facile, je dirais. Chemin faisant, je découvre qu'il existait un appartement à vendre. Après tout, je me suis dit, puisque nous payons son loyer, autant peut-être engager un peu plus, mais j'aurais un appartement qui nous appartiendrait. Trois choses m'ont extrêmement apporté beaucoup d'intérêt, d'enthousiasme. L'agent immobilier me dit, si c'est pour une communauté, je vous fais cadeau de mes frais d'agence. OK. On s'adresse vers le notaire et le notaire me dit, je vous fais cadeau de mes frais de notaire. Et la banque, alors on nous a fait un prêt, mais un taux dérisoire. Voilà, c'est vous dire à quel point la communauté était aimée dans ce quartier. Sans compter que ça restait en plus quelque chose qui allait être un patrimoine, hors les murs peut-être, mais c'était un patrimoine qui appartiendrait à la communauté. Comme Michel parlait des travaux de la synagogue, il faut dire que Jean m'a refilé le bébé. Hein. Oui, parce que ça a duré quelque temps, ces travaux. Oui. Et on a ramené effectivement la synagogue complètement à nu. On a tout cassé. On a créé le balcon pour les femmes. Les dames. Hein. Et on a fait les gradins dans la synagogue de façon à ce que les fauteuils soient en amphithéâtre. Hein.
Et je me souviens que les travaux, moi, on les a attaqués en juin. Et il fallait que ça soit fini pour Kippour, en septembre. Et j'ai dit à Jean, mais attends, moi juillet, il y en a qui sont en vacances, et au mois d'août, tout le monde est en vacances. Il m'a dit, ben justement, tu as la pression, il faut que tu te débrouilles. Ça a été fait? Et ça a été, voilà, on a rouvert la synagogue. J'ai été président de 2016 à 2022. On est quelques mois après l'attentat. Et c'est vrai qu'il a fallu effectivement rappeler les fidèles pour les rassurer en leur disant que ça risquait rien. Et pendant pas mal de temps d'ailleurs, on avait la police qui était devant la synagogue. Et donc ça rassurait les fidèles. Et il a fallu quand même les relancer, c'était important, de façon à ce qu'on ne chute pas au niveau fréquentation. Alors c'était juste avant Alain, c'était dans les années 2014-2015. Je suis un enfant de la Duchère, de la synagogue, puisque je suis né en 65. Je pense que j'étais un des plus... Non, peut-être que Michel était plus jeune que moi. Il y avait des élections au niveau du consistoire régional. À l'époque, c'était M. Sirvaux qui était président. Donc il ne fallait pas qu'il soit président d'une communauté. Il y a des interdits, on ne peut pas être président d'une communauté et se présenter à une présidence du CRIF par exemple, ou même du consistoire régional. J'ai dû faire 1 an et demi. J'ai repris un petit peu ce qui était en cours, surtout les dossiers qui étaient en cours, et puis voilà, notre plus grosse préoccupation, c'est de garder la fréquentation, à cause peut-être de l'environnement, qui était plus difficile, parce qu'à chaque fois qu'il y avait des problèmes au Proche-Orient, on avait l'écho ici, quoi. Donc c'était ça, notre plus gros problème était là. À l'époque, quand c'était Vigipirate, où on avait eu très longtemps les militaires. Ce qui est dans une... On va pas faire de politique, mais ce qui n'est pas normal, quoi. Ouais, on vit ça difficilement, parce que c'est quand même... nous, ce bâtiment, cette maison, c'est bien sûr une synagogue, parce que nous, en tant que juifs, on a besoin d'une synagogue, parce qu'on a tous nos offices, on a toutes nos fêtes. Mais il y a aussi le côté du centre culturel, parce que c'était vraiment un centre culturel pour justement avoir toutes ces animations pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour avoir un Talmud Torah, pour créer une vraie effervescence au niveau des jeunes pour la suite. Parce que qui fait la suite, c'est les jeunes. Si on ne les intègre pas à ce moment-là, on aura une cassure. Donner du temps, on est obligé de donner du temps, et je pense que tout le monde l'a fait, pour la communauté, tout simplement. Alors la particularité que j'ai peut-être, c'est que voilà, j'ai fait ma bar mitzvah ici, j'ai baptisé la brit mila de mes 2 garçons ici. Vous voyez, on a tous des fêtes, des événements qui se sont passés ici, dans toutes les familles. Ton papa? Mon papa qui s'occupait... C'était un grand fidèle. Ouais, c'était un grand fidèle. Pardon. Voilà, mon père qui était un grand fidèle et qui s'occupait aussi ce qu'on appelle de la Evra Kadisha. C'est le dernier devoir, c'est justement d'accompagner les personnes décédées de la communauté pour les préparer à l'enterrement, quoi. Un des beaux moments, c'est quand on a reçu le grand rabbin d'Israël. On a eu des belles personnalités qui sont venues ici. On a eu le grand rabbin de France, on a eu le grand rabbin d'Israël. On a eu des belles personnalités qui sont venues ici, même politiques. Hein. Je crois qu'on a même eu le président Sarkozy. On a eu Sarkozy, oui. Voilà, donc c'était quand même un lieu au niveau de la France, hein, je parle au niveau de la métropole ou au niveau de la France, qui était connu et reconnu. On peut juste rajouter, parce qu'il y a des personnes quand même dans cette communauté sur ces 50 ans qui ont beaucoup compté, et s'ils n'avaient pas été là, je ne pense pas qu'on serait ici, je pense qu'on aurait déjà fermé. C'est des personnes comme, bien sûr, M. Jean Rouch et M. Seban, qui a fait énormément pour cette communauté, mais surtout pour l'ensemble des communautés de la région, puisque c'est lui, en tant que président du consistoire, qui a maintenu, qui a relevé cette institution et qui a tout recadré. Moi, c'est ce que j'ai vu et vécu, parce que je me souviens de avant et après, et voilà où on en est grâce à lui, quoi. Alors je transmets ma charge après, j'ai filé le bébé à notre ami Tal. J'ai pris mes fonctions en mai 2022, et ça continue jusqu'aux prochaines élections qui se dérouleront le 29 juin. Avoir 50 ans aujourd'hui, ça implique de continuer à ce que mes prédécesseurs ont fait, de pouvoir continuer à accueillir
des fidèles à la synagogue, pouvoir continuer à proposer des shabbats à l'ensemble de nos fidèles. Et puis c'est aussi, je crois, un devoir de transmission pour les futures générations, de dire, ben voilà, vos grands-parents, arrière-grands-parents étaient présents, étaient assis au même endroit où vous êtes assis vous aujourd'hui. Et ben vos grands-parents ont une histoire, on va vous la raconter, on va vous la transmettre. C'est notre devoir à nous, en tant que chefs de communauté, de pouvoir transmettre aux générations qui resteront, qui seront présentes et qui continueront, elles aussi, à apporter leur histoire. Déjà, moi, j'ai hérité d'une synagogue saine, sur tous les points de vue, qu'elle soit financière ou dans la réalisation des travaux. Franchement, j'ai récupéré un bijou, quoi. Ce qu'on essaye de faire, nous, aujourd'hui, avec le bureau, c'est de se dire, finalement, la suite des choses, c'est quoi? C'est les jeunes. Et donc, on essaye vraiment de mettre tout en œuvre pour que les jeunes puissent, et c'est un travail qui est extrêmement difficile, non seulement adhérer au judaïsme, à la Torah et aux valeurs de la transmission de la Torah, donc venir au Shabbat, venir pour les prières, venir pour les fêtes, ce qui n'est pas donné pour un jeune de 20 ans aujourd'hui, et d'autre part, de dire finalement, maintenant que vous êtes ici dans cette synagogue, on veut vous raconter cette histoire-là pour que vous ne puissiez pas oublier et que vous puissiez vous aussi vous imprégner de cette culture, de cette histoire, et de pouvoir par la suite transmettre à leur tour à une future génération. Depuis la création de la synagogue d'Écully et de la yeshiva à Écully, alors Écully c'est à peu près 2 km d'ici, ici à la Duchère, dans la Duchère, il reste peut-être 10 familles, quoi. En fait, notre mission, elle est double. Elle est non seulement d'attirer des jeunes, avec un rabbin jeune, avec une salle dédiée pour cette jeunesse, avec des cours qui sont orientés pour les jeunes, avec des shabbats pleins qui ont réuni un certain nombre de jeunes. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, je crois que quand on est un enfant d'une communauté, on vient prier dans cette communauté. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se sont détournées de la synagogue de la Duchère alors qu'eux-mêmes étaient des enfants de cette communauté. Et ça, pour moi, c'est inadmissible et c'est pas normal. Et je mettrai tout en œuvre, si j'ai encore la force de pouvoir le faire et si la communauté me donne ce mandat, de faire revenir ces gens à la Duchère parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà. Et puis, il y a tout un travail qui est en train de se faire avec un renouveau du quartier qui, je l'espère, pourra, pourquoi pas, faire ou refaire venir des familles juives ici dans ce quartier qui est magnifique, quoi qu'on en dise. On vit en paix avec toutes les autres communautés. Il y a un accueil, une chaleur qu'on retrouve nulle part ailleurs qu'ici à la synagogue de la Duchère. Donc on y croit beaucoup. Peut-être c'est un peu utopique, un peu rêveur, mais bon, je pense que les hommes ont besoin de rêver et il faut peut-être aller jusqu'au bout de son rêve. Je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais, comme tout le monde d'ailleurs, Shabbat à la synagogue, quand un responsable de la sécurité vient me voir en catastrophe, en me disant « Tal, il faut vraiment que je te montre quelque chose, il se passe quelque chose de très grave en Israël ». Et j'ai dit il se passe vraiment quelque chose de très très grave. Et j'ai pensé tout de suite à ma communauté, à mes fidèles, en disant « Mais il va y avoir des répercussions ici monstrueuses ». Donc on a pris énormément de mesures de sécurité pour justement protéger les fidèles, en mettant des portes blindées un peu partout, vous vous rendez compte ? Mettre des portes blindées dans un lieu de culte, c'est quand même assez aberrant. Une synagogue comme un temple ou comme une mosquée, c'est un lieu qui est ouvert à tout le monde. Et nous, non. Donc j'ai vraiment eu peur pour ma communauté et j'ai dû prendre des mesures assez difficiles. Je pense, comme mes prédécesseurs qui sont là ici avec moi, je pense qu'être président d'une communauté, c'est déjà aimer sa communauté. Je pense qu'il faut qu'on le fasse si on aime profondément les gens. Je pense que le rôle d'un président de communauté, il doit vivre avec son... Il a forcément changé, bien évidemment. Il a évolué. Et on doit vivre aujourd'hui avec notre temps. Et le temps, c'est les réseaux sociaux, c'est la communication rapide, c'est je suis bien là, donc je vais aller. Je ne suis pas bien là, je ne vais pas y aller. Et non seulement je ne vais pas y aller, mais je vais le dire sur les réseaux qu'il ne faut pas y aller, quoi. Je voudrais vraiment déjà
féliciter et remercier tous mes prédécesseurs parce que si la Duchère continue, c'est aussi grâce à eux et surtout grâce à eux. Donc moi je suis qu'un rouage, qu'un maillon de cette magnifique chaîne qui a débuté dans les années 70 et j'espère justement pouvoir transmettre au prochain président une communauté qui vit bien, avec un rabbin, avec des prières, avec des offices et puis surtout avec du monde les Shabbats. Donc vraiment j'invite toutes les personnes qui font partie de cette communauté de la Duchère, qui sont peut-être pas forcément très pieuses, très religieuses, venez les Shabbats à la synagogue, vous verrez, vous passerez un moment incroyable. Et si je peux moi raconter une anecdote particulière, quand j'ai perdu ma maman en 2013, j'ai été faire le Kaddish, j'ai été me recueillir sur la tombe de ma maman, j'ai appartenu à une communauté, et je peux vous dire que la communauté de la Duchère m'a redonné une force que j'avais perdue, un soutien que j'avais auprès de ma famille, mais qui n'était peut-être pas assez suffisante, parce qu'il y avait beaucoup plus de monde autour de moi. Et c'est ça une communauté aujourd'hui. C'est ce que je veux dire à ces gens-là. Ok, aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas religieux, mais vous n'avez pas besoin d'être religieux pour venir à la synagogue. Une synagogue, c'est une famille, c'est une communauté, c'est une entraide. C'est d'être là l'un pour l'autre. C'est ça le message que je veux faire passer aujourd'hui. C'est de retourner aux racines, à l'origine. On a toujours besoin de quelqu'un dans la vie. On a toujours besoin de se rattacher à quelque chose. Et je pense que la communauté de la Duchère, en tout cas ma communauté à moi, pour qui je donnerai ma vie, elle mérite ça, oui. Elle mérite ça. Elle ne mérite pas qu'on parte ailleurs parce que, en traversant la rue, il y a des gens qu'on n'aime pas forcément. Ou en disant, ben non, tu te rends compte, on ne va pas aller prier dans un quartier où on ne se sent pas... voilà, non. Quand on est un enfant d'un quartier ou un enfant, on n'oublie pas ses racines. Jamais. On ne doit jamais oublier ses racines. Bonjour, j'ai 16 ans. Moi j'habite à Champagne, j'habite juste en haut de la Choux, j'habite à 3 minutes. Voilà. Et en plus j'arrive tout le temps en retard. Oui, dans les années futures, c'est sûr que je me retrouve ici parce que ça fait 3 générations que ma famille est installée ici. Ma mère a rencontré mon père au Talmud Torah ici. Et cette choule, j'y tiens énormément. Moi, je suis allé en Israël, j'ai fait mon alia, mais je suis revenu et je préfère largement cette synagogue à la Duchère que la plupart des synagogues à Ranana. Moi et ma famille, on est dans cette synagogue, dans cette communauté depuis 4 générations. Donc mon arrière-grand-père a fait partie de ceux qui ont fondé cette synagogue. Mon grand-père également, mon père, moi, on est dans cette synagogue depuis sa création en 62. Et ça va continuer. C'est notre devoir de rester dans cette communauté, de la faire évoluer, de la faire grandir et d'y bâtir quelque chose à notre manière, et c'est à notre tour de lui faire honneur. Mon père est né à la Duchère. Il a toujours vécu dans la communauté de la Duchère. Ma mère, pareil. Mes grands-parents sont arrivés d'Algérie et sont arrivés à la Duchère. Ça fait plusieurs générations, on est à la Duchère. On a le JJD qui s'est formé. Ils font beaucoup d'activités. On fait des sorties au ski. On fait des jeux, des tombolas avec des bolos à gagner. Non, c'est bien. Déjà, j'ai fait quelques années au Talmud Torah quand j'étais petit. Donc j'ai appris les textes, j'ai appris comment lire, parler un tout petit peu, quelques mots d'hébreu. Et justement, je pense qu'après la bar mitzvah, le but est de s'enrichir personnellement. On passe un cap, j'ai l'impression, où c'est à nous de penser, c'est à nous de réfléchir. Je pense qu'on a tous une crainte à la Duchère, c'est qu'il y ait de moins en moins de monde dans la communauté, parce qu'il y a moins en moins de juifs qui habitent à la Duchère. Moi, je pense qu'il faut assumer notre religion, mais en 2025, surtout après le 7 octobre, c'est très compliqué d'exprimer le fait d'être juif à la Duchère. Par exemple, dans la rue, on ne peut pas porter la kippa, c'est beaucoup trop risqué. Aucun signe religieux, ce serait beaucoup trop dangereux pour nous.
Nous, on fait en sorte de rien lâcher. C'est notre devoir. On va rester, on va bâtir encore quelque chose d'encore plus grand. Ça fait des générations, on est dans cette synagogue. Mes grands-parents ont connu le préfabriqué. Donc, oui, moi je veux rester. Sur les groupes des jeunes juifs, que ce soit à Lyon, que ce soit ailleurs, oui, on pourra faire ramener du monde. Le but, c'est de bâtir quelque chose pour ramener des gens et agrandir la communauté au maximum. Alors, pour moi, c'est plus qu'important, c'est vital, c'est notre devoir, parce que là où il y a des juifs qui fuient là où ils vivent, des juifs de Villeurbanne notamment, qui fuient dans le 6e arrondissement, certains à Champagne, certains à Étully. Nous, on s'en fiche de qui il y a autour, qu'est-ce qui peut se passer autour. On est dans notre communauté, on est prêt à rester fidèle à la communauté de la Duchère. Ça fait bientôt 50 ans qu'on y est, on compte bien y rester encore 100 de plus. Voilà, j'ai envie que la choule un peu renaisse comme à l'époque, qu'il y ait beaucoup plus de monde. Voilà, ça ferait du bien quand même.